Après la décision de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Union européenne d'imposer des sanctions très sévères contre les nouvelles autorités militaires du Niger et n'excluant pas l'intervention militaire pour déloger ces nouvelles autorités, la population nigérienne dit ne pas céder devant aucun chantage. Également, les nouvelles autorités du Niger dit être prêts à toute éventualité contre l'agression étrangère de leur pays et mettre en garde. Écoutez, et puis, quelle est alors la raison de la perte d'influence française au Sahel, en particulier en Afrique en général? Les raisons sont ici décryptées par certains journalistes éminents et certains même hommes politiques français décryptent pourquoi la chute de plus en plus de l'influence française en Afrique. Écoutez. Le Niger, c'est un pays où il y a en maturation un discours anti-français bien avant le putsch. Il faut se souvenir de l'affaire de Terra. Terra, c'était il y a moins d'un an et demi, je crois, un contingent français qui devait battre retraite et devait passer par le Niger, a été tellement houspillé, tellement en prise avec des manifs qu'ils ont été obligés de tirer. Bilan des Nigériens qui ont été tués pendant longtemps. Il y a une enquête, on soupçonne l'armée française d'avoir été à l'origine du tir. Ça s'est réglé par une forme d'entente diplomatique. Donc le discours de contestation de la France est très ancré au Niger. Et ça, depuis longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. C'est un mouvement géopolitique d'ensemble et qui remonte très loin. Il faut voir toujours le bilan global de la politique française ces 10 ou 15 dernières années. Ça commence très vite quand même. Il faut toujours se souvenir que cette génération qui manifeste, parce que les manifestants sont très jeunes. Et ces manifestants, leur culture politique s'est construite dans une forme d'opposition à la France. Ils ont commencé à se politiser sur quoi ? En réaction au discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, qui était un discours profondément ressenti comme blessant, comme remettant en cause le respect dû aux Africains. Le discours de Dakar, qui est ce fameux discours où Nicolas Sarkozy disait que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Ensuite, il y a eu la question postcoloniale, notamment les tentatives sous Chirac de réécriture de l'histoire coloniale, où on voulait montrer les bienfaits de la colonisation. Et puis cette génération aussi a vécu le retour des interventions militaires de la France sur le continent. On n'en parle pas assez, mais sur un temps très court, la France a intervenu militairement beaucoup de fois. D'abord en Côte d'Ivoire, en 2011-2010, dans un conflit politique interne, élection, intervention militaire. L'intervention militaire française en Côte d'Ivoire, à l'époque, il y a eu beaucoup de contestations. L'Union africaine avait des réserves. Un certain nombre de pays africains avaient des réserves. L'autre intervention militaire qui était très contestée par les Africains, c'est l'intervention militaire en Libye qui s'est fait sans l'aval de l'Union africaine, qui s'est fait sans que les Africains soient impliqués et qui est resté très impopulaire. J'ai l'habitude de dire, le jour où Kadhafi est mort, et ça signifie le décalage entre les opinions publiques. Ici, en Europe, on a eu des éditos qui saluaient la fin du système Kadhafi. En Afrique, on a eu des manifestations pro-Kadhafi et des éditos qui regrettaient la mort de Kadhafi. الشيطان الأول في الدنيا وهو فرنسا والشيطان الثاني في أفريقيا وهو فرنسا والشيطان المظاهر والشيطان المقاتل في مالي وهو فرنسا فإن لم يطرد الشيطان من بلدنا أي فرنسي من بلدنا هذا لا يسلم نريد من المجتمع أن نطرد الشيطان من بلدنا وهو فرنسا نريد أن الفرنسي أن يذهب من بلدنا ولا نهيب أن Nous allons rester toujours avec le discours du capitaine Traoré. Il a évoqué un aspect aussi, c'est le VDP, les civils qui se sont engagés à défendre leur pays au Burkina Faso et qui sont traités de tous les noms, de milices, de chair à canon. Il a fustigé ces appellations-là. Ça, c'est un scandale et une grosse honte, surtout quand c'est des papators français qui racontent de telles âneries. Mais quand la France a été attaquée et que les Français ont fui comme des lapins devant les troupes allemandes. Mais qui a sauvé la France? D'abord un général, De Gaulle. Aujourd'hui, il semble que les militaires n'ont pas le droit de prononcer un mot politique. C'est un général, en l'occurrence De Gaulle. Et de l'autre côté, un autre général, même maréchal, Pétain, a préféré signer
l'armistice avec les Allemands et donner plus de la moitié sud de la France aux Allemands. Mais tout ça là, dès que les Français se sont réveillés, ils ont dit mais c'est pas possible. La France est un grand pays. Napoléon a été le militaire européen qui a fait le plus de conquêtes. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui les Français fuient devant les Allemands comme des lapins. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés dans les maquis pour faire la résistance. Ils n'étaient pas militaires. C'est des civils, c'est des bouchers, c'est des menuisiers, des mécaniciens, des fermiers. Ils se sont organisés pour combattre les Allemands, quand on parle souvent des maquis du Vercors et de tant d'autres maquis restés célèbres. Et ces gens sont célébrés aujourd'hui en France comme des héros et non des miliciens. Voilà. Pourquoi quand des Africains veulent défendre leur pays, ils deviennent des miliciens? Comme si c'était des bandits. Mais c'est parce qu'ils savent que dans nos pays, si le peuple et la jeunesse se lèvent et portent les armes, aucun terroriste ne peut nous occuper. Or, leur plan, c'est de nous faire occuper par les terroristes. Nous encourageons les VDP burkinabés à servir de fer de lance à la jeunesse africaine qui, un jour ou l'autre, sera obligée de se lever pour défendre leur pays. Donc, dire que c'est des miliciens, c'est une insulte à tous les maquisards du Vercors et d'ailleurs qui ont lutté pour libérer la France. Je ne crois pas qu'un Français censé, connaissant tant soit peu un petit bout de l'histoire de son pays, ne peut traiter les VDP de milices. Les milices, on sait où elles étaient en France, en ce moment-là. Et comme il a dit, gloire au VDP, gloire au peuple burkinabé, oui, votre réaction? Oui, effectivement. Bon, à les entendre parler, on croirait que ceux qui sont militaires de fonction sont nés militaires. Ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né militaire? Moi, je n'en connais pas. Ils ont été tous formés. Ouais. Mais pourquoi on recrute des VDP qui sont formés également et à qui on donne les armes pour aller combattre? Pourquoi on les traite de miliciens? Quand ils travaillent pour leur pays, pourquoi on les traite de miliciens? Pour moi, la définition de milicien, c'est un petit club qui est à la solde de quelqu'un pour aller commettre des actes, bon, souvent de banditisme ou autre. Et donc, comment qualifier un peuple souverain qui décide de former sa jeunesse, à qui il octroie des armes pour aller défendre la patrie? Comment on peut les qualifier de miliciens? Je me rappelle, pour aller dans le même sens que mon doyen Kegiwe, de la période de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont venus, ils ont recruté des gens en Afrique ici, ils les ont formés sur l'État comme ça pour aller les défendre en France. Donc c'était des miliciens selon eux. Bon, moi je dis, Ibrahim Traoré fait un travail un peu spécial et capital en Afrique. Quand le Mali a fait appel aux agents russes pour les aider dans les premiers jours, les gens les ont critiqués, ils disent oui voilà Wagner en Afrique, Wagner. Maintenant le jeune, il a fait le choix de défendre son pays par sa propre population, par sa propre jeunesse. Maintenant on trouve des arguments pour traiter ce dernier-là de tous les noms. Quand c'est les locaux on crie, quand c'est... Oui, mais qu'est-ce qu'on veut? Vous savez, moi je dis, les Français, ils ne veulent pas que l'Afrique se développe. Ils ne veulent pas que l'Afrique lutte contre le terrorisme. Parce que c'est eux qui financent le terrorisme. On en parlera tout à l'heure quand on sera sur le cas Niger. Comment la France finance le terrorisme, on va décortiquer. Et donc, ils ne sont pas contents quand la population fait corps avec son armée pour maintenant combattre les djihadistes. Et n'oublions pas que Bazoum en a fait cas. Il a dit que les terroristes sont plus aguerris que nos armées. Mais comment un président de la République peut dire des conneries pareilles? Excusez-moi le terme. Et donc, Ibrahim Traoré a fait le choix de travailler avec la population burkinabèse. Il a fait le choix de mobiliser le financement nécessaire pour financer tout ça là. Par la population, c'est déjà quelque chose qui est alloué et nous, on est totalement en phase avec ce dernier. On le soutient à 100%. Alors, je reste... La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye. Et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Donc l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye.
Prenez votre responsabilité et surtout arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. On est ensemble. On a un ennemi commun. On le combat ensemble. Et pour finir, c'est ce discours paternaliste, dire que nous allons vous aider, Non, nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de partenariat. Et nous sommes liés par l'histoire, mais nous sommes liés par les dangers, nous sommes liés par les défis. Mais je suis 100%... Écoutez bien. Bazoum. Bon, toi, tu aimes les Français, les Américains, les soldats, tout chez toi. Prends-les. C'est ton droit, non? Tu es souverain, tu es un pays, du moins c'est ce qu'on croyait, que c'est un pays souverain. Maintenant, tu envoies un général complètement débile. J'ai déjà parlé de ce général ici. Les gens m'ont accusé de l'avoir insulté. Tu l'envoies dire aux Maliens et aux Burkinabés qu'ils ont commis une erreur de chasser les armées occidentales et que ils vont voir. Ils seront voilà. Ils seront écrasés. Bazoum, si ton général dit ça et si tu n'es pas d'accord, rappelle-le à l'ordre. Ça ne suffit pas. Tu te lèves toi-même. Tu t'installes, chef de l'État. Tu dis, ah, les mercenaires sont mieux armés, mieux aguerris que nos armées. Mais c'est pas possible. Cette seule insulte vis-à-vis de l'armée nigérienne méritait un coup d'État. Je ne sais même pas pourquoi on l'a laissé traîner jusqu'à aujourd'hui. Toi, la France, il fallait lui dire, mon ami, nous on marche sur les œufs ici, il ne faut pas nous compliquer la vie. La France, tu n'as pas dit ça, tu as applaudi. Toi, Bazoum, tu envoies ton général, et pas des moindres, chef d'état-major de l'armée des armées du Niger. Il s'appelle quoi, Modi. Oui. Tu l'envoies rencontrer ton collègue du Mali. Et il revient. Le lendemain, un général français, je ne sais pas si ce général même est plus gradé que Modi, atterrit à Niamey avec l'ordre de Macron de débarquer le général Modi et tu le débarques. Mais donc, je dis aux Français, quand un pays vous soutient, évitez de ridiculiser son président. Cette histoire du général Modi était une façon de ridiculiser Bazoum et de dire aux Nigériens que vous n'avez pas de président. Chez nous, c'est à Paris, à l'Élysée, que tout se décide. Ces frustrations accumulées devraient conduire à un coup d'État. C'est après ces analyses que j'avais dit ce que j'ai dit. Sinon, je ne connais même pas le Niger. Comment je peux arriver à une telle conclusion? Et ça n'a pas raté. Un chef de... Tu imagines Poutine disant aujourd'hui, ah non, les Ukrainiens sont mieux armés que nous, donc bon, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait. Au fait, ce serait une façon de dire à l'armée du Niger, rendez-vous au désidérata de la France. Quand Bazoum dit que comment on appelle ça, les terroristes sont mieux armés, mais je crois que nous, il y a quelque chose, c'est un message qui nous a passé, on n'a pas compris. Il ne parlait pas des terroristes qui se promènent dans la savane. Il parlait des gens que le Mali a chassés et qu'il a gardés chez lui. Ils ne sont pas des terroristes, ce sont les forces européennes. Appelle-le comme tu veux, mais chacun a son terroriste. Ah d'accord. Chacun a son terroriste. Je dis, c'est d'eux que Bazoum parlait. C'est d'eux que Bazoum parlait. En disant, ils sont mieux armés, ils sont plus aguerris. Bon, d'accord, ils sont sur place, les militaires ont pris le pouvoir. Bon, selon les menaces, on va jeter des armées contre eux. À l'heure où nous parlons... Non, laisse-moi finir mon idée. À l'heure où nous parlons, les chefs d'État de la CEDEAO sont là-bas pour réciter l'évangile selon Macron. Bon, d'accord. Et le plus grave, c'est qu'ils ont fait venir quelqu'un, en l'occurrence le président tchadien, qui n'a jamais été démocratiquement élu, sauf par le sang de son papa qu'on a tué en direct devant lui. Et il vient parce qu'on sait que les Tchadiens sont des soldats aguerris, on veut les mettre dans le coup pour aller attaquer les Nigériens. Un seul message aux Tchadiens. Ne mettez pas votre doigt dans cette forfaiture, parce que après le Niger, tous les pays environnants seront attaqués. La France et l'OTAN ont besoin de vos pétroles, de vos uraniums, et ne croyez pas que vous allez échapper à leur appétit vorace.